Aïwa. Ouais. Bonjour, bonjour. Tout le monde va bien? La vie est belle? Alors, il y a un peu de bruit, bon, ouais. C'est mieux là? Qui êtes-vous, monsieur? Ok, super, merci. Il a un pull vert. D'abord, je commence par présenter nos invités, ici présents. Donc, Camille Desphare, chef du Centre énergie de l'Institut Jacques Delors et chercheuse en politique européenne de l'énergie. Oui, s'il vous plaît, merci. Yannick Jadot, eurodéputé. Pierre Larouturou, eurodéputé. Et Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Et le thème, énergie, sobriété à plein gaz. Donc, pour introduire le débat, je vais poser une question toute simple à tous nos invités. En septembre, à la rentrée, on a beaucoup parlé de sobriété écologique, chez soi, mais aussi dans le monde de l'entreprise. On a vu des ministres en col roulé. On nous a promis des coupures de courant. Et j'aimerais faire un petit bilan, que chacun nous fasse un bilan de l'année écoulée, des derniers mois écoulés, du blackout annoncé, et en faire un bilan. Et nous dire un peu où en est-on, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, donc une première prise de parole. On va commencer par Monsieur Julliard. Bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde. Pas simple comme question, comme ça, de faire le bilan au pied levé de l'année écoulée. Mais je dirais qu'il y a en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a assisté à plusieurs crises. Une crise très conjoncturelle, la crise énergétique, donc liée à la guerre en Ukraine, liée à l'inflation des prix, liée au fait qu'on s'est rendu compte à l'aune de cette guerre en Ukraine que l'Europe était extrêmement dépendant, notamment du gaz russe, qu'on avait du retard sur le développement des énergies renouvelables, qu'on avait du retard sur des politiques efficaces de sobriété énergétique et d'économie d'énergie. Donc ça, c'est une crise conjoncturelle. Pardon. Et qui est venu s'ajouter à des crises plus structurelles que sont la crise climatique et les crises sociales. Et tout ça mis ensemble, ça aboutit à la situation qu'on a connue, avec d'énormes difficultés pour tout un tas de personnes pour pouvoir se chauffer cet hiver, même si on a eu un hiver relativement doux, des factures énergétiques qui se sont envolées, des prix des denrées alimentaires qui se sont envolés, et une situation extrêmement difficile. Et nous, nous, Greenpeace, quand on a interpellé les pouvoirs publics là-dessus, on leur a demandé des mesures justement structurantes, transformatrices, et pas simplement des mesures pour passer cet hiver, parce qu'il y a toutes les raisons de penser que l'hiver prochain ne sera pas beaucoup mieux que cet hiver-là. Enfin, tous les problèmes ne seront pas réglés quand l'hiver prochain va arriver. Donc on leur a demandé de prendre des mesures réellement structurantes. Ça veut dire accélérer la rénovation thermique des bâtiments, enfin éteindre tous les panneaux publicitaires lumineux dont on estime qu'on n'a pas besoin, accélérer sur le développement du ferroviaire, enfin tout un tas de mesures qui sont réellement de nature à transformer la société, et pas simplement des petites mesures incitatives qui vont nous permettre de passer pas trop inconfortablement l'hiver, et puis ensuite on va se retrouver avec les mêmes soucis. Voilà. Camille. Oui, merci. Effectivement, moi, je suis d'accord avec le premier tableau qui a été dressé. Je pense que ce qui est important de souligner, c'est que la crise a dévoilé des vulnérabilités qui étaient connues depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois que la Russie coupe le gaz à l'Europe. On savait qu'il y avait énormément de pays, notamment l'Allemagne, qui étaient très dépendants de cette énergie et de ce seul fournisseur. Et c'était déjà, les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale alertaient déjà sur les risques d'utiliser l'énergie comme une arme, un risque qui s'est réalisé. Et je soulignerais aussi qu'effectivement, donc, les mesures structurelles qui manquent un petit peu aujourd'hui, et on voit que ce qui est très intéressant cette année, c'est que grâce au travail de beaucoup d'associations, notamment Negawatt, on a vu que la sobriété est vraiment passée au premier plan des politiques énergétiques. Ça, c'est très important. Néanmoins, il y a une confusion entre la sobriété qui repose uniquement sur la responsabilisation de l'individu et donc qui ne prend pas en compte les inégalités existantes de la société,
tout le monde n'est pas capable de baisser son chauffage quand on n'a pas déjà les moyens de se chauffer correctement. Et du coup, c'est vrai que la sobriété, elle devrait s'inscrire elle-même dans un cadre de transformation structurelle de l'économie. Je pense par exemple au fait d'emprunter son vélo. Donc c'est facile de dire il faut se passer de la voiture, mais il faut adapter les infrastructures. Et aujourd'hui, la sobriété, elle est encore trop perçue par les gouvernements comme un moyen, une mesure de court terme, facile entre guillemets à mettre en œuvre. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une réelle baisse de la demande de gaz en Europe cette année, de l'ordre de 17%. Néanmoins, ce qui est difficile d'estimer, c'est quelles sont les causes réelles de cette baisse. Est-ce que c'est le signal prix, donc est-ce que c'est la hausse des factures qui a entraîné soit l'arrêt d'activité industrielle, soit voilà, des ménages qui sombrent dans la précarité énergétique, ou alors est-ce que c'est des mesures voilà, de ménages aisés qui ont fait des efforts de façon citoyenne pour changer les choses. Je m'arrête là pour ces premiers propos. J'enchaîne. Bonjour. Effectivement, c'est la bonne question. Jean-François l'a dit. Ce à quoi on a été confronté, c'est d'abord un déficit de transition énergétique. Si depuis des années, comme nous le demandons, comme l'Europe le demande le plus souvent, pas assez, mais le demande quand même, on avait investi sur la rénovation thermique des logements, sur les transports collectifs et sur les énergies renouvelables, évidemment, le choc, y compris de la guerre en Ukraine, n'aurait pas été le même. C'est aussi un choc de dépendance par rapport au gaz russe. Le débat en Allemagne a été dur pendant des années. Je veux dire, vous connaissez Schröder au conseil d'administration de Gazprom, du côté des conservateurs, Merkel qui soutenait le pipeline Nord Stream 2, et avec les écologistes pour dire qu'il faut sortir de cette dépendance au gaz russe. Donc c'est d'abord un déficit de transition énergétique. La France est le seul pays européen qui n'a pas atteint ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. C'est un pays européen montré du doigt par la Commission européenne pour son absence d'efforts suffisants en matière d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie. Mais les Françaises et les Français ont joué le jeu de la sobriété à travers leur comportement individuel, ou même on voit les collectivités intervenir pour économiser l'énergie. Ça, c'est une bonne chose. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est l'État qui ne joue pas le jeu de la sobriété énergétique. Au fond, c'est quoi le triptyque que nous proposent ce gouvernement et ce président? Vous l'avez dit, c'est col roulé. À un moment donné, à force d'entendre Bruno Le Maire, on n'osait plus mettre un col roulé. Parce qu'il y a une sorte de renvoyer simplement l'enjeu de la sobriété, qui est un enjeu majeur pour les Françaises et les Français, avec 12 millions de Français qui subissent la précarité énergétique. Il y avait une sorte de mesures symboliques qui nous foutaient tous les boules, en fait, en vrai. Donc c'est col roulé, c'est SUV électrique et c'est nucléaire. Au fond, ce qu'agite le gouvernement et le pouvoir, c'est l'idée qu'on n'aura pas à sortir de l'abondance, on n'aura pas à sortir de l'ébriété énergétique. On a eu le Covid, on a la guerre en Ukraine, on a les chocs climatiques. Au moment où on s'est interrogé, on devrait mettre en place le monde d'après, finalement on nous joue en permanence l'ébriété du monde d'avant. Il faut changer nos mobilités, il faut économiser, il faut que chacun puisse accéder à des transports collectifs. Et qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose la voiture électrique, qui est une partie de la réponse, mais on nous propose le SUV électrique, plus lourd, plus grand, et qui fera gagner autant d'argent à tout le monde. On devrait faire de la rénovation thermique des logements la priorité absolue. Et on est dans un gouvernement qui est en train aujourd'hui de nous dire « bon, on fera un peu de rénovation des logements, mais en fait, il y a un super business à faire, c'est les pompes à chaleur. » Alors les pompes à chaleur peuvent être une partie de la réponse, mais on voit bien que si on fait des pompes à chaleur et qu'on ne rénove pas les logements, c'est l'ébriété. Et puis, c'est le fantasme du nucléaire, qui est le fantasme de la toute-puissance, qui est le fantasme de l'abondance éternelle, permanente, et qui nous dit, en fait, en 2040 ou en 2045, avec des nouveaux réacteurs nucléaires, on pourra résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Mais dernier point, si vous me permettez, notre système français a affiché des déficiences absolues du fait
la fragilité de notre parc nucléaire. Les Allemands ont maintenu 3 réacteurs nucléaires en fonctionnement jusqu'au 15 avril pour répondre à un potentiel blackout français sur l'électricité. Vous n'avez pas un scénario énergétique européen ou français autour du tout renouvelable qui a cette fragilité possible d'une forme de blackout électrique liée à notre dépendance au nucléaire. Bonjour à tous et à toutes. Évidemment, d'accord avec ce que les 3 premières ont dit. J'insisterai peut-être d'abord sur l'urgence. Si on est tous là ce samedi, alors qu'on a autre chose à faire, c'est qu'on a conscience de l'urgence, mais je pense que nos décideurs oublient l'urgence climatique. Je reviens de 3 jours de travail avec les députés du Parlement panafricain, des députés, des hommes et des femmes venus de tous les pays d'Afrique, et je m'en suis pris plein la gueule, parce qu'ils vous disent que pendant qu'on travaille sur le financement, sur le climat, il y a des centaines de personnes qui sont en train de mourir de soif dans la corne de l'Afrique. Ils vous disent que le cyclone Idai a fait 1000 morts et que tout le monde s'en fout. Ils vous disent que l'Europe est le premier émetteur de CO2 depuis 2 siècles et qu'ils en ont marre qu'on leur donne des leçons. Donc l'urgence, j'ai un petit graphique, sinon Yannick serait inquiet. Voilà le nombre d'événements climatiques extrêmes qui ont triplé depuis 30 ans. Voilà, donc ce n'est pas peut-être une urgence dans 20 ans. On va vers le chaos. On est au début du mois de mars et on parle déjà de rationner l'eau en France. Autrefois, c'était à la fin du mois d'août qu'on avait des problèmes de sécheresse, au début du mois de mars. Donc il y a vraiment une urgence à changer tout. Sur la sobriété, on a été capable quand il y a une crise. En 1974, le prix du pétrole flambe et donc on dit aux gens qu'il faut arrêter, qu'on n'est pas obligé de partir en week-end très loin, qu'on peut vivre heureux en restant chez soi. On fait des campagnes pour que les gens conduisent plus lentement. Et puis quand le prix du pétrole revient normal, on recommence les conneries, on recommence à dire qu'on peut tous prendre la voiture et agrandir les autoroutes. Donc on a été capable de politique de sobriété à des moments ponctuels. La question est de savoir est-ce qu'on va vers le monde d'après ou est-ce qu'on revient après ça. J'ai regardé l'autre jour, je me souviens comment en 2007, il y avait un consensus, il y avait le Grenelle de l'environnement et Borloo, qui était le ministre de l'époque, était tout content parce que tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait faire 400 000 vraies rénovations chaque année. J'ai retrouvé une photo où la droite et la gauche à l'Assemblée disent que oui, évidemment, il faut faire 400 000 vraies rénovations thermiques chaque année. On est en 2007, c'était peut-être dans l'équipe. Voilà. Et on est en 2023 et tes collègues de France Télévisions viennent de montrer qu'on a fait 13 000 vraies rénovations chaque année. 13 000, voilà. Donc c'était quand même pas la même chose, même ceux qui sont fâchés avec les mathématiques. Si on avait fait 400 000 vraies rénovations depuis 15 ans, on aurait 6 millions d'appartements bien rénovés, en commençant par les plus précaires qui souffrent du froid et qui souffrent des factures monstrueuses. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La première année, il faut former les gens, d'accord ? Mais quand même, si on avait tenu l'objectif de 400 000 vraies rénovations, on aurait 5 millions ou 6 millions de vraies... voilà. Et on serait beaucoup moins dépendant du gaz de Poutine ou de toutes les renouvelables. Donc il n'y a pas de mot poli comme on est enregistré, je vais pas parler, il n'y a pas de mot poli, mais c'est absolument scandaleux. Et tu as parlé du chancelier allemand qui va croûter chez Gazprom, mais François Fillon, autant Jean-Louis Borloo était vraiment convaincu, vraiment Borloo est un homme de conviction, je crois, autant au-dessus de lui, il y avait François Fillon, et on a découvert depuis que François Fillon était chez Poutine, dans le conseil d'administration de 2 entreprises de gaz. Donc on peut se demander si François Fillon voulait vraiment, voilà. Et donc le poids des énergéticiens comme Total, le poids des gens qui veulent nous convaincre qu'il faut un nouveau parc nucléaire est terrible. Et donc, sans faire dans le complotisme, on peut se demander pourquoi on a fait si peu sur la rénovation thermique. Une fois qu'on a dit ça, Jean-François et tous ont insisté sur le besoin de mesures structurelles. Est-ce que si dans 2 ans, 3 ans, le prix du gaz revient à la normale, on espère que les Ukrainiens et Ukrainiennes vont gagner assez vite, et est-ce que si le prix du gaz revient à la normale, est-ce qu'on va recommencer comme avant ou est-ce qu'on est capable de faire des politiques structurelles ? Je ne veux pas être trop long, mais parmi les propositions de la Convention citoyenne, il y a quand même 150 citoyens et citoyennes qui ont bossé pendant des mois et des mois et des mois. Emmanuel Macron avait promis qu'il allait reprendre leurs propositions, sauf 3 jokers, mais qu'il allait tout reprendre. Évidemment, il a repris seulement 10%. Mais une des propositions les plus importantes, c'est un cadre légal qui oblige à faire des rénovations thermiques pour de vrai, en disant dans 10 ans, dans 15 ans, il faut que tout le monde soit isolé. Et ça n'est possible que s'il y a de l'argent. Parce qu'une vraie rénovation thermique, c'est 30 000 ou 40 000 euros. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 30 000 ou 40 000. On ne va pas demander dans mon village des Pyrénées, s'il faut isoler la mairie, la maison de retraite et l'école, le village n'a pas les moyens. Donc la question du financement, c'est la même chose dans les pays du Sud, qui disent que le dérèglement climatique leur fout tout en l'air et que quand le Pakistan a les pieds dans l'eau, ça leur coûte 30 milliards. Il y a des millions de gens qui ont tout perdu, mais le Pakistan cherche 30 milliards pour reconstruire. Donc je ne veux pas être trop long, mais on a des solutions sur le financement. Et là aussi, c'est la France qui est le seul pays qui bloque. On pourra vous en parler comme député européen. Mais encore il y a 3 semaines, on a fait voter une résolution sur la taxe sur la spéculation.
en disant il y a plein de solutions, mais il y en a une qui est sur la table, qui peut rapporter 57 milliards, ce qu'on appelait autrefois la taxe Tobin, et le Parlement européen, il y a 3 semaines, a voté une résolution qui demande qu'on arrête le blabla et qu'il y ait un accord pour taxer la spéculation avant la fin du mois de juin. C'est un grand sommet sur le climat en juin, donc le Parlement, on a tous voté, sauf les amis de Macron et l'extrême droite, mais on a tous voté à une large majorité le fait que ça fait 15 ans qu'on parle de taxer la spéculation. Ce n'est pas la baguette magique, mais il faut le faire maintenant. Donc il faut effectivement des politiques structurelles, il faut qu'on foute la pression. Même en octobre dernier, c'est quand même scandaleux de voir comment le gouvernement a refusé des amendements qui avaient été déposés par le MoDem, et qu'il y a une majorité pour dire qu'il faut mettre plus d'argent sur la rénovation thermique et plus d'argent sur les transports en commun. On pourrait penser quand même que c'est 2 sujets qui font consensus chez les gens normaux. Eh bien, ça avait été voté par l'Assemblée, et quand le gouvernement sort le 49.3, il coupe la rénovation thermique et il coupe les transports en commun. C'est juste un énorme scandale, et donc il faut foutre la pression d'ici le mois de juin, ce qu'on voyait l'autre jour le patron de la Fondation Abbé Pierre, et qui disait on pourrait faire campagne effectivement pour obtenir la taxe sur la spéculation avant la fin juin, et du coup on aura encore plus d'arguments pour dire on veut une vraie politique sur la rénovation thermique dans le budget pour l'année prochaine. Merci. J'ai l'impression que ces derniers mois, je reprends, ces dernières années en France, les antinucléaires étaient en train de gagner la bataille idéologique, politiquement. Et ces derniers mois, je pense que ça se renverse un peu et que le nucléaire redevient un peu à la mode, comme si c'était la solution, je parle politiquement, c'était la solution pour l'énergie. Et j'ai une question double sur, est-ce que c'est le cas, parce qu'en France, le nucléaire est en train de gagner la bataille idéologique, et est-ce que c'est le cas aussi en Europe ? Voilà. Est-ce que c'est seulement en France où le débat a lieu, ou c'est aussi en Europe où il y a une sorte de renversement de situation ? C'est moi qui réponds, qui commence. Bonne question. Je ne sais pas si... enfin, quand on regarde un peu sur les années passées, en fait, ce que les Françaises et les Français pensaient du nucléaire, ça n'a jamais beaucoup varié, finalement. Alors oui, ça a varié en 2011, quand il y a eu Fukushima, où pendant quelques mois, l'opinion publique française était majoritairement contre le nucléaire, mais relativement rapidement, c'est revenu une espèce de consensus un peu moyen, enfin de positionnement un peu moyen, où il y avait globalement une bonne partie de la population qui était pour le nucléaire, une bonne partie qui était contre, et une bonne partie qui ne savait pas trop comment se positionner. Et je pense qu'on est un peu là encore aujourd'hui. En fait, le nucléaire, enfin l'industrie du nucléaire est en train de tenter de refaire sa réputation et de redorer son image sur l'autel de la crise climatique. Parce que l'argument principal, si c'était unique, des partisans du nucléaire, c'est le nucléaire émet peu de CO2, donc c'est bon pour résoudre la crise climatique. Mais malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, nous à Greenpeace, mais avec beaucoup d'autres aussi, on est en train de rappeler qu'il y a 2 mensonges principaux du moment, en tout cas autour du nucléaire. Le premier, c'est qu'effectivement, non, le nucléaire n'est pas une solution à la crise climatique, parce que le nucléaire est bien trop lent dans son déploiement, bien trop coûteux, mais surtout bien trop lent dans son déploiement pour contribuer à rattraper le retard qu'on a pris face à la crise climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le débat en France sur la relance du nucléaire, sur la construction de nouveaux réacteurs. On parle de réacteurs qui, au mieux, commenceront à produire de l'électricité dans 15 à 20 ans. Donc si on attend 15 à 20 ans pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on n'aura plus aucune chance d'atteindre la fameuse neutralité carbone à l'horizon 2050. Je rappelle qu'on doit réduire de moitié nos émissions en 2030. 2030, c'est dans 7 ans maintenant. Donc c'est maintenant qu'on doit agir très fortement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et le nucléaire, quoi qu'on en pense, qu'on pense ça utile ou pas, peu importe, il est disqualifié de par la nature même de cette technologie qui est bien trop lente dans la construction de centrales nucléaires. Donc ça, c'est un premier argument pour nous qui est important de rappeler, et c'est pas du tout un argument dogmatique ou quoi que ce soit, c'est que même les partisans du nucléaire, demandez-leur quand vous en rencontrez, vous allez en rencontrer, il y a sûrement des gens qui soutiennent le nucléaire ici, et vous avez tout à fait le droit, mais expliquez-nous comment le nucléaire va contribuer à baisser les émissions de gaz à effet de serre, là, dans les 10 ans qui viennent. Moi, personne, pas plus Jean Covici que d'autres, n'ont réussi à me convaincre de ça. Et le deuxième mensonge autour du nucléaire aujourd'hui, en ce moment, et on a publié aujourd'hui même une étude là-dessus, Greenpeace, c'est cette illusion que le nucléaire serait une garantie de notre indépendance énergétique.
On dit, voilà, le nucléaire, comme les centrales sont en France, qu'on produit l'électricité grâce aux centrales françaises, le nucléaire, c'est source d'indépendance énergétique. Eh bien non, parce que l'uranium qui permet ensuite de produire de l'électricité à base de nucléaire, il n'y en a pas en France. Et on a publié un rapport aujourd'hui qui montre à quel point l'industrie nucléaire française est pieds et poings liée avec l'industrie nucléaire russe. Donc non seulement on n'est pas indépendant énergétiquement parlant, mais en plus en pleine guerre en Ukraine, c'est totalement scandaleux d'avoir autant de liens économiques forts entre les grands acteurs de l'industrie nucléaire française, EDF et Orano, et les grands industriels du nucléaire russe. C'est-à-dire qu'on a montré que la moitié de l'uranium naturel qu'on importe pour faire tourner nos centrales, il vient de Kazakhstan et d'Ouzbékistan, et le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, ça passe par le territoire russe, donc à un moment donné, ce transport de matériel nucléaire, enfin d'uranium naturel, il est sous contrôle de Rosatom, qui est l'agence nucléaire russe. Donc il y a des liens extrêmement forts, et donc non, le nucléaire n'est pas source de notre indépendance énergétique. Donc nous, on fait partie de ceux qui poussent pour un modèle 100% énergie renouvelable, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, et ça a été démontré, et pas seulement par l'Institut Négawatt, et pas seulement par des organisations un peu militantes, il a été démontré que c'était faisable technologiquement parlant. Il y a RTE notamment, donc, qui est filiale d'EDF, qu'on ne peut pas soupçonner d'être particulièrement anti-nucléaire, qui a déployé tout un tas de scénarios dans lesquels il y avait un scénario 100% renouvelable, avec des points de force, avec des points de faiblesse, avec des incertitudes, mais comme dans tous les scénarios de modélisation énergétique, il y a des incertitudes. Donc nous, on pousse à ça, donc 100% d'énergie renouvelable, allié à une vraie politique structurelle, comme on l'a dit, de sobriété, d'efficacité énergétique, ça nous paraît être la voie nécessaire. Oui, peut-être pour traiter l'angle européen, la France est assez seule sur la scène européenne actuellement, et c'est assez frappant à quel point notre pays essaye de mettre le nucléaire dans tous les dossiers énergie-climat actuels en Europe, et il y en a beaucoup. La France essaye de construire une coalition autour de cet enjeu, mais n'a pas beaucoup de succès jusque-là. On a vu des déplacements du président Macron en Espagne, en Italie, et non seulement donc, les pays qui pourraient être un petit peu bascules sont très réticents, mais en plus il y a une très très forte opposition de l'Allemagne sur ce sujet-là. Et on voit que voilà, ça va être... En fait, ce que je trouve un petit peu dommage avec cette question, c'est que, comme ça a déjà été mentionné par les autres panélistes, la question de la transition énergétique, c'est pas pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les renouvelables. La question, c'est comment est-ce qu'on transforme nos modes de vie, la façon dont on organise la société. On a beaucoup parlé de rénovation, on a beaucoup parlé de mobilité. En fait, c'est les deux secteurs sur lesquels 75% des investissements publics au niveau européen sont nécessaires. C'est-à-dire que c'est des secteurs qui ne vont pas marcher avec une logique de marché. Les investissements privés ne sont pas rentables sur ces secteurs-là. Une rénovation énergétique, c'est extrêmement coûteux, c'est extrêmement complexe aussi à mettre en œuvre. La solution un petit peu techno-solutionniste, c'est on met une pompe à chaleur, donc on a décarboné le chauffage, sauf que les besoins de chauffage, ils peuvent être réduits de 60 à 90% grâce à la rénovation performante. Alors, il y a une question en fait aussi qui est extrêmement négligée, qui a été extrêmement négligée ces 20 dernières années, voire plus dans la transition, dans les débats mainstream, je ne parle pas des organisations militantes, mais c'est la question de l'usage. Parce qu'on a été dans une société où on était à une ère d'abondance, une ère d'énergie qu'on pensait illimitée, et on n'avait pas à réfléchir à quoi on utilise cette énergie. Sauf qu'aujourd'hui, les prix du gaz ont un petit peu baissé ce début d'année. Il est assez probable qu'ils remontent à l'été, puisque la Russie a diminué ses exportations vers l'Europe de 80%. Il faut bien remplacer ce gaz-là. Et jusqu'ici, l'Europe n'a pas vraiment mis en place de politique d'efficacité énergétique pour faire baisser structurellement la demande. Il y a eu des usines qui ont fermé et on a importé du gaz naturel liquéfié sur les marchés internationaux. Le problème, c'est que ça a été permis parce que la Chine était en confinement l'année dernière, ce qui est probable que ce ne soit pas le cas l'année prochaine. Et donc, on risque de se retrouver, et l'Agence internationale de l'énergie alerte là-dessus, on risque de se retrouver dans une situation similaire, voire pire, cet été et l'hiver prochain, que ce qu'on a connu en 2022. Donc il y a une vraie urgence effectivement à mettre en place des mesures structurelles. Et en fait, pour terminer là-dessus, je pense que Pierre Laroutourou a bien mis en avant le problème du fait qu'on a des décideurs qui ne vont pas assez loin et qu'on voit qu'il y a un hiatus depuis toujours avec la société civile. Et c'est vrai que c'est important aussi pour nous à l'Institut Jacques Delors et pour l'ensemble je pense des citoyens qui sont concernés aussi par ces questions-là, de vraiment
de réfléchir à des nouveaux modes de participation citoyenne à la transition pour surmonter ces blocages institutionnels, parce qu'aujourd'hui, nos institutions ne nous permettent pas de délivrer voilà, la transition dont on a besoin. Et je conclurai rapidement sur continuer sur la dimension européenne. Ce qu'on voit, c'est qu'on a eu à la fois un déficit de transition énergétique, on nous a mis face à nous notre dépendance. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'aussi, on a vu néanmoins les progrès qui ont été faits ces dernières années, notamment en termes de solidarité européenne. Si on n'a pas eu de blackout, c'est en partie pour des facteurs extérieurs comme voilà, le fait qu'on a eu un hiver doux, le fait qu'on a réussi à importer du gaz, mais on a eu aussi une vraie solidarité en termes d'échanges électriques entre les pays européens, et la France, qui avait 50% de son parc nucléaire à l'arrêt en plein cœur de l'hiver, n'a pas eu de blackout grâce à ça. Donc c'est aussi une dimension importante à souligner à mon sens. Là, vous dites c'est grâce à plein de phénomènes, mais comment faire pour, là je demande aux députés européens, comment faire pour sortir de la dépendance à la Russie, au gaz russe? Comment les pays démocratiques et l'Europe peuvent devenir autonomes en termes d'énergie? C'est ce qu'on a dit. Le danger, on est en train de sortir du gaz russe. Comme ça a été dit, par contre, on n'arrive pas à sanctionner la Russie sur le nucléaire et à faire un embargo sur le nucléaire, pardon. Le risque, c'est toujours la substitution fantasmée. De dire, en fait, on avait du gaz russe, il arrivait par pipeline, c'était pratique, c'était pas cher. Y compris dans les modèles écolos, pendant longtemps, on a considéré que le gaz pouvait être ce qu'on appelait une énergie de transition. Le gaz est une énergie fossile, mais moins émettrice que d'autres énergies fossiles, et donc, dans ce chemin, on pouvait utiliser le gaz. C'est plus possible aujourd'hui. Donc il faut accélérer cette transition et cette sortie du gaz, mais pas le substituer par du gaz naturel liquéfié. Parce que là, on rentre dans des logiques d'instabilité des marchés internationaux qui ne vont pas nous plaire du tout. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à se fournir au Qatar, potentiellement en Amérique du Nord, avec du gaz de schiste qui est extrêmement polluant. Mais le jour où la croissance chinoise repart, ça va être la guerre sur les marchés internationaux, sur les tankers, pour récupérer le gaz naturel liquéfié. Donc il faut en sortir. Sur la question du nucléaire, bon, je ne suis pas sûr qu'en France, on n'ait jamais gagné la bataille culturelle. J'aimerais le croire, mais malheureusement, on ne l'a pas gagnée. En revanche, après Fukushima, on a pensé qu'on avait gagné. Et c'est peut-être une faute des écologistes d'avoir considéré qu'en fait, il y avait une logique évidente. Fukushima, vous savez, pendant longtemps, on nous a dit Tchernobyl, ce n'est pas un accident nucléaire, c'est un accident soviétique. Là, avec le Japon, qui a la même prétention que nous, les mêmes ingénieurs, les mêmes experts, le même type de centrale nucléaire, c'était un accident dans un pays équivalent, similaire. Donc là, à un moment donné, Merkel a confirmé la sortie du nucléaire qui avait été actée en 2000 dans la coalition rouge-verte allemande. C'est l'Italie, c'est la Belgique, beaucoup de pays en sortent. Et puis, au-delà du risque nucléaire, nous sommes des gens rationnels. On a considéré que l'évidence de la rationalité technologique allait s'imposer. Aujourd'hui, les renouvelables, si vous prenez le prix du mégawattheure, ça va aujourd'hui de 45 à 60 euros du mégawattheure, le renouvelable. C'est 80% des investissements mondiaux en électricité, plus de 95% en Europe. Le nucléaire, c'est entre 90 et 120 euros le mégawattheure. C'est plus cher, c'est plus risqué, on n'arrive plus à le faire. Regardez le bordel à Flamanville, 12 ans de retard, plus 17 milliards d'euros. Personne n'est considéré responsable de cette gabegie. Donc on avait pensé qu'on avait gagné par la rationalité. Ce qu'on a mal saisi, c'est la question des imaginaires. Nous, on est sur un imaginaire de sobriété. On est sur un imaginaire où les citoyens se réapproprient l'énergie, notamment à l'échelle locale, autour de la sobriété, autour de l'efficacité, autour de l'économie circulaire, autour des coopératives d'énergie renouvelable. Ça, c'est notre imaginaire. L'imaginaire du nucléaire dans notre pays est très puissant. Ce n'est pas simplement le nucléaire civil, fille du nucléaire, de la bombe atomique. C'est aussi l'imaginaire Giscard, c'est l'imaginaire Pompidou, d'une forme de fierté française autour d'une technologie. Et puis c'est un imaginaire, je l'ai dit tout à l'heure, de l'abondance et de la toute-puissance.
Le nucléaire, c'est recréé pour faire de la vapeur. Hein. C'est comme une chaudière, c'est comme une cocotte minute. La base, c'est ça. Mais c'est cette idée qu'on va créer le soleil plutôt que d'utiliser les rayons du soleil qui existent déjà. Donc c'est un imaginaire extrêmement puissant dans une société inquiète. Et puis aujourd'hui, quand vous dites le nucléaire, ça va résoudre les problèmes du climat, c'est un anxiolytique incroyable. Au fond, il ne faut rien changer. On va faire des réacteurs, et puis on va faire des petits réacteurs. Hein, vous savez, les fameux SMR, les petits réacteurs modulables. Tout ça n'existe pas dans le vrai monde. Mais il y a un fantasme technologique qui est de dire on ne va pas avoir à changer de vie, on ne va pas avoir à changer de société, et on aura du nucléaire partout qui nous fournira de l'électricité en abondance selon le mouvement permanent ou l'abondance éternelle. Et ça, c'est le danger absolu. Jean-François l'a parfaitement dit. Si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est pas en 2049 avec les nouveaux EPR qu'on va les atteindre, c'est demain. Et à chaque fois que vous investissez 1 euro dans le nucléaire, puisque les renouvelables sont 2 fois plus efficaces, 2 fois moins chers, à chaque fois que vous investissez 1 euro dans le nucléaire, vous prenez du retard sur la lutte pour le dérèglement pour le climat. Et donc, au fond, l'Europe aujourd'hui est très divisée, vous l'avez dit. La France a perdu tout leadership européen sur bien des sujets, malheureusement. Mais la France, aujourd'hui, se comporte comme un petit pays égoïste qui, sur chaque législation européenne, dit à ses collègues européens « si vous ne m'accordez pas un peu d'argent européen sur le nucléaire, parce qu'il n'y a pas d'argent primé, c'est que de l'argent public, et quand vous regardez la situation d'EDF, c'est dramatique. » Eh bien, la France agit comme un pays qui, sur chaque négociation européenne aujourd'hui, dit « si vous ne me donnez pas du nucléaire, je bloque ». Et c'est absolument effrayant, tout ça, encore une fois, pour essayer de pallier la faillite absolue industrielle et financière du nucléaire français. Je continue en rapidos parce que l'essentiel a déjà été dit. Mon père travaillait à EDF, je fais mon outing, il a été le responsable de 2 grandes centrales, Golfech et Cattenom. Donc je ne suis pas un anti-nucléaire primaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'anti-nucléaires primaires. Mais je reprends les arguments qui ont déjà été dit. Quand Jean-François Juliard rappelle qu'en termes d'indépendance, on n'a quand même pas beaucoup d'uranium à Paris ou à Melun ou dans notre coin du Béarn. Donc on n'est pas vraiment indépendant. On va dépendre, on va changer notre dépendance, mais on sera complètement dépendant. Un autre argument sur les questions de sécurité. Honnêtement, je pense que le nucléaire français est un peu moins dangereux que le nucléaire japonais. On a une autorité de sûreté nucléaire qui l'a imposé. Si EDF a dû fermer autant de centrales l'an dernier, c'est parce qu'on a une autorité de sûreté nucléaire qui fait des inspections et les gens de chez EDF sont furieux et Emmanuel Macron est furieux. On a 2 autorités, d'ailleurs Macron veut en réorganiser une pour foutre le bordel. Désolé d'être vulgaire, mais oui, honnêtement, oui, on peut dire qu'il y a quand même des choses qui marchent. On a une autorité de sûreté qui dit attendez, là il y a une faille dans le tuyau, donc vous stoppez votre centrale pendant 6 mois. Donc le nucléaire français pose plein de questions sur les déchets, sur le manque d'indépendance, sur le calendrier. Il faudra 20 ans, tu l'as dit, pour faire un EPR, ça coûte Voilà, donc il y a plein de problèmes, mais honnêtement, notre nucléaire est un peu moins dangereux. Mais est-ce qu'on est sûr que si on dit que c'est la solution, que la France, qui est la lumière du monde, dit qu'il n'y a pas besoin de politique de sobriété, on ne change rien, le nucléaire va tout régler, quand les autres pays, dans les pays du Sud, diront nous aussi on veut faire du nucléaire. J'étais l'autre jour avec la numéro 2 du gouvernement de RDC qui dit que la RDC voudrait faire du nucléaire. Et donc on va leur dire, nous, notre solution, c'est on ne change rien, aucune politique de sobriété, on aura tous des grosses voitures électriques, on aura tous des appartements chauffés. Mais vous, les pays du Sud, on n'est pas sûr que vous soyez capables de faire le même niveau de sécurité. Et vous, les pays du Sud, on a peur que vous fassiez des bombes sales avec les déchets nucléaires. Donc nous, on peut faire le nucléaire, mais vous ne pourrez pas le faire. Donc une solution qui n'est absolument pas généralisable, ça fait un argument de plus pour dire que tous ceux qui nous expliquent que le nucléaire est la solution, ça n'est pas sérieux si on a une vision juste globale des problèmes. Sur la question du prix, vous l'avez déjà dit, encore une fois, quand j'étais petit, papa nous expliquait que le nucléaire était vraiment beaucoup, beaucoup moins cher que le photovoltaïque et que les renouvelables. Et c'était vrai il y a 40 ans. C'était vrai, le nucléaire était beaucoup moins cher et le photovoltaïque était très cher. Et puis il y a plein d'ingénieurs et de chercheurs et de chercheuses qui ont travaillé. Et aujourd'hui, le prix du photovoltaïque s'est effondré. L'autre jour, avec des élus bretons, j'ai inauguré une centrale photovoltaïque. Et même en Bretagne,
En termes d'ensoleillement, ce n'est pas la Corse ou la Tunisie. Mais même en Bretagne, le photovoltaïque aujourd'hui est moins cher que le nucléaire. Le photovoltaïque, sans subvention, est aujourd'hui moins cher parce que le prix du photovoltaïque a beaucoup diminué, alors qu'on fait des centrales de plus en plus chères et de plus en plus coûteuses. Le prix du nucléaire augmente et donc les courbes se sont croisées depuis plusieurs années. Ce n'est pas simplement Greenpeace ou nous qui le disons, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui montre que rien que du point de vue du coût, les courbes se sont croisées et le nucléaire est de plus en plus cher. Que dire de plus? J'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme la ligne Maginot. Je suis nul en histoire, mais les élites françaises, à une époque, étaient convaincues que le chancelier Hitler ne veut pas la guerre et que si le chancelier Hitler voulait la guerre, la ligne Maginot allait nous protéger. Et donc là, j'ai l'impression qu'on a une partie de nos élites qui n'ont pas compris l'urgence climatique et qui pensent que le nucléaire va tout régler. Et c'est de la paresse, c'est du cynisme, c'est un aveuglement, en supposant qu'ils ne sont pas maqués financièrement avec l'énergie du nucléaire. Voilà, donc les solutions, je le répète, plusieurs ont déjà cité Négawatt. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc ça veut dire politique de sobriété, politique de sobriété, politique de sobriété, politique d'efficacité, et on peut vivre très heureux. Parce que, indépendamment du climat, si on oublie le climat une seconde, si on dit que pas la peine de faire de la rénovation thermique, le nucléaire va régler les problèmes, mais ça veut dire que ceux et celles qui ont froid pendant 3 mois chaque année, l'hiver, en ce moment, la précarité énergétique, et ceux qui crèvent de chaud dans leur HLM l'été, eh bien, ils continueront, si on ne fait pas des politiques de rénovation parce que le nucléaire va nous sauver, ils continueront à crever de chaud l'été, ils continueront à avoir froid l'hiver, et quand ils auront des factures super chères, au lieu que ce soit des factures super coûteuses à cause du gaz, ce sera des factures super coûteuses à cause de l'électricité. Mais voilà, donc ça, je crois que si on est ici aujourd'hui, c'est qu'on refuse ce modèle, et qu'effectivement, il faut faire des politiques de sobriété, politiques d'efficacité et des renouvelables, et même le RTE ou même d'autres gens qui jusqu'il y a 10 ans qui auraient dit le contraire. C'est intéressant de voir comment il y a des organismes qui, il y a 10 ans, pensaient que le nucléaire était la solution ou le pétrole était la solution et qui disent aujourd'hui on arrête complètement les nouveaux forages. L'Agence internationale de l'énergie, ça énerve les gens de chez Total. Quand je vais en Ouganda avec d'autres députés, qu'on montre aux gens qui veulent faire un nouveau pipeline que même l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il n'y a pas besoin de nouveaux forages de pétrole et qu'on peut faire de la rénovation et investir dans les renouvelables. Il faut qu'on arrive à gagner cette bataille. Quand on parle d'énergie, on parle aussi de transport. M. Jadot, vous avez dit le mot rationalité. Est-ce que l'heure n'est pas plutôt à la radicalité? Je m'explique, par exemple, les transports. Est-ce qu'il faudrait interdire les vols intérieurs en France? Ou en Europe aussi, entre par exemple Bruxelles et Paris? Est-ce que l'heure n'est pas aussi à complètement retourner la situation et imposer ces lois pour gagner la bataille? Au lieu d'être dans le compromis, discussion, débat qui peut durer des années. Voilà, je pose la question à celui ou celle qui... Oui, enfin selon nous, oui, il faut en passer aujourd'hui parce qu'on a trop attendu, parce qu'on a été trop lent dans les réactions, donc il faut en passer par des mesures contraignantes, donc par des interdictions. Nous, sur la question du transport aérien notamment, on prône une interdiction de toute ligne aérienne dès lors qu'il y a une alternative possible en train en moins de 6 heures. Ça, c'est la position de Greenpeace. Donc ça veut dire que moins de 6 heures en train, ça veut dire qu'à peu près toutes les destinations en France, on peut les interdire en avion. En tout cas au départ de Paris. La Convention citoyenne pour le climat, elle portait une mesure qui consistait à dire la même chose en moins de 4 heures. S'il y avait une alternative en train en moins de 4 heures, on supprimait la ligne aérienne. Et finalement, dans la loi, c'est devenu en moins de 2h30. Donc, et c'est quand même au mérite de la France. Pour le coup, la France a été le premier pays à interdire des lignes aériennes pour un motif de politique énergétique ou de politique climatique. La difficulté, c'est que ce n'est toujours pas appliqué et nous, on a de sérieux doutes sur le fait que ce soit appliqué un jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez toujours faire un Paris-Bordeaux en avion alors qu'en train, c'est 2 heures. Vous pouvez toujours faire un Paris-Rennes en avion alors qu'en train, c'est moins de 2 heures. Vous pouvez toujours faire un Paris-Strasbourg. Enfin, il y a tout un tas de lignes comme ça, aériennes, qui continuent d'exister parce qu'il y a des dérogations, parce que s'il y a une correspondance, ça reste possible. Et du coup, ces mesures-là ne sont pas appliquées. Mais moi, je pense qu'il y a besoin de ça. Et en plus... c'est des mesures qui, quand on consulte les Françaises et les Français, on voit bien que c'est des mesures qui sont largement soutenues, c'est-à-dire que c'est des mesures qui sont comprises
Il y a des mesures qui sont plus difficiles à faire passer dans l'opinion publique, mais ces mesures-là, elles sont largement soutenues. C'est-à-dire que les gens n'ont pas spécialement envie de prendre l'avion pour faire un Paris-Bordeaux. Le problème, c'est que souvent, un Paris-Bordeaux, enfin souvent, non, j'exagère un peu, mais parfois, un Paris-Bordeaux en avion va être moins cher qu'un Paris-Bordeaux en train. Et c'est là que ça devient scandaleux. Et c'est là qu'il y a une politique tarifaire à remettre en œuvre, qu'il y a une reprise en main totale de la fiscalité en France, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des exonérations fiscales qui sont totalement aberrantes et qui nous entraînent encore plus dans la crise climatique. Le kérosène des avions n'est pas taxé. Aujourd'hui, à l'heure de la crise climatique, c'est totalement scandaleux qu'on en soit encore là. On paye le prix au kilomètre sur les infrastructures ferroviaires alors qu'on ne le paye pas sur d'autres modes de transport. Donc il y a comme ça une fiscalité qui date d'il y a plusieurs décennies et qu'il faut totalement reprendre à l'aune de la crise climatique. Donc il y a beaucoup de mesures à prendre et parfois c'est des mesures contraignantes. Mais il ne faut pas avoir peur de la contrainte. Enfin, la contrainte, c'est aussi ce qui fait société et on vit dans des sociétés où il y a de la contrainte, c'est ce qui permet de vivre en collectivité aussi. On ne peut pas sortir là dans la rue et faire chacun ce qu'on a envie de faire. Il y a des contraintes qui permettent de mieux vivre en collectif. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça, et on a besoin de ça aujourd'hui pour accélérer le changement. Oui. Oui, c'est intéressant de se poser cette question de la radicalité. Est-ce que c'est vraiment radical d'interdire un vol Paris-Bruxelles ? Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'acceptabilité des politiques climatiques, et il y a 3 grands facteurs qui émergent de ces études-là. C'est d'abord l'efficacité de la politique. Donc, ce qu'on voit par exemple avec un prix carbone, c'est que ce n'est pas forcément aussi efficace, donc il y a beaucoup plus de problèmes d'acceptabilité. Donc d'abord l'efficacité, ensuite le fait que ça n'affecte pas les populations les plus vulnérables de la société, donc dans les sondés, en tout cas, c'était ce qui ressortait. Donc la justice sociale aussi, c'est un élément important de la mise en œuvre de contraintes. Et enfin, c'est l'intérêt personnel. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ça va complètement changer ma vie ? Et là-dessus, c'est vrai que toutes les contraintes, d'abord, il y a 2 choses. D'abord, il faut réfléchir à qui elles s'appliquent et à qui elles bénéficient. Parce qu'à chaque fois qu'on change quelque chose dans la société, aujourd'hui, le système actuel, il n'est pas juste. Il y a énormément d'inégalités structurelles, et quand on dit changer, quand on va faire un changement, il va y avoir une distribution différente des bénéfices et des coûts de ces mesures-là. Donc ça, c'est important de réfléchir à ça, parce que interdire même, par exemple, certaines voitures en ville, ça va potentiellement améliorer la santé de certains habitants. Interdire complètement la voiture dans certains quartiers, ça peut aussi permettre à des enfants de jouer dehors. Donc il y a cette question-là de la distribution des bénéfices. Et j'ai perdu ce que je voulais dire après, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toute contrainte doit être associée à un mix de mesures. Si on interdit quelque chose, il faut permettre aux gens en fait, de pouvoir continuer à bien vivre. Et bien vivre, en fait, ça veut vouloir dire aussi réfléchir à un nouvel imaginaire de qu'est-ce que c'est une bonne vie, qu'est-ce que c'est réussir sa vie, qu'est-ce que c'est de faire société ensemble. Juste un instant, là il reste un quart d'heure. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Ça, oui ou non ? Pour l'instant, ok, des questions. Ok, est-ce qu'on a encore un intervenant qui va venir ? Ok, il y a des questions. Donc, hyper rapide du coup. C'est marrant, au fond, de séparer radicalité et rationalité. Quand on a une telle accélération du dérèglement climatique, un tel effondrement de la biodiversité, considérer qu'en fait, s'imposer de nouvelles règles, être à la hauteur de l'enjeu, ça ne serait pas rationnel. Enfin, ce qui n'est pas rationnel aujourd'hui, c'est d'être dans le déni. Enfin, regardez l'état de l'agriculture, regardez l'état du monde, on en parlait tout à l'heure, par rapport au dérèglement climatique, par rapport à un système qui concentre les richesses, qui accroît les inégalités. Enfin, c'est ça qui n'est pas rationnel en fait. Donc aujourd'hui, avoir de la contrainte, mais ça fait partie de l'organisation collective. La question, c'est comment on l'a fait. Typiquement, je vois qu'il y a des élus parisiens qui encore, il va y avoir des votations citoyennes, interdire la publicité lumineuse pourrait parfaitement rentrer dans le cadre d'une votation citoyenne approuvée par les Parisiennes et les Parisiens. On parlait des déplacements en avion, on pourrait parler des méga-bassines. Pourquoi on fait des méga-bassines ? On est en train de piquer l'eau qui est dans la loi, l'eau c'est 1, l'eau potable, 2, l'environnement, 3, les activités économiques. On est en train de construire des réserves d'eau pour irriguer du maïs qui n'a plus rien à foutre dans ces régions en déficit en eau.
La question, ce n'est pas d'interdire l'irrigation de l'agriculture, il y a toute une partie de l'agriculture qui vit de l'irrigation. Mais c'est à un moment donné de prélever, d'accaparer l'eau pour une culture qui n'a plus rien à faire dans des régions qui sont soumises à un stress hydrique. Donc c'est ça. Et puis c'est l'exemplarité. Si on agit sur, et c'est le programme des écologistes d'interdire les avions quand il y a une alternative en train, il faut interdire les jets privés. Les gens vont devenir dingues si on interdit les avions, et ce n'est pas les classes populaires qui utilisent le plus l'avion, hein. Déjà ils ont du mal avec le TGV parce que c'est cher, mais il faut interdire les jets privés. Si on fait des ZFE, et il faut faire des ZFE, enfin je veux dire, on ne va pas accepter 50 000 morts par an de la pollution de l'air, mais pourquoi on accepte en ville des gros 4x4 ou des gros SUV hybrides ? À un moment donné, ça relève de la responsabilité collective d'assurer que la responsabilité est assumée par ceux qui polluent plus et qui en ont plus les moyens. Donc c'est oui à la contrainte. Être responsable aujourd'hui, c'est être radical et rationnel, mais avec évidemment l'enjeu de la responsabilité et notamment au regard des différences sociales. 1 minute, hein. Le besoin d'agir par la loi, oui, quand on a limité la vitesse à 130 km/h sur l'autoroute, tout le monde n'était pas content, mais on l'a fait. En matière sociale, quand vous regardez les débats à l'Assemblée, quand on interdit le travail des enfants, la loi qui interdit le travail des enfants, certains disent que c'est une idée généreuse, mais notre pays a besoin de flexibilité. Et entre parenthèses, applaudissements sur divers bancs à droite. Donc il y a bien, on a fait une loi pour interdire le travail des enfants, et je pense qu'on pourrait par la loi interdire les trajets en avion. Il y a une évolution des mentalités. Il y a 4 ans, j'ai été invité par l'événement de rentrée des jeunes agriculteurs, pas la Confédération paysanne, mais la branche jeune de la FNSEA. Et le grand débat, l'après-midi, c'est que peut faire l'Europe pour sauver le climat. Et le gars qui a lancé le débat disait, il y a 10 ans, on était tous climato-sceptiques. Claude Allègre était notre héros et les écolos nous cassaient les bottes. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les paysans. À cause des inondations, on a perdu 30% de la récolte de céréales il y a 4 ans. Et cette année, il y a des copains qui vont tuer une partie du troupeau parce qu'il n'y a plus de foin. Donc, il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les paysans. La question est de savoir comment est-ce qu'on les aide. Il y a besoin d'investissement. Quelqu'un qui transforme sa exploitation, pendant 3 ans, le rendement est plus faible. Il a besoin d'une aide intellectuelle et d'une aide financière. Donc, comment est-ce qu'on fait oui, il faut arrêter les avions, mais il faut que le train soit moins cher. Donc, il y a une question de financement. Oui, il faut limiter la voiture très fortement et augmenter le prix du pétrole, mais c'est possible que s'il y a des transports en commun. Dans mon coin des Pyrénées, il y avait plein de gilets jaunes parce que tous ceux qui ont du boulot, il n'y a aucun transport en commun. Donc ceux et celles qui ont du boulot, ils prennent la voiture tous les matins pour aller à Argelès. Donc si on leur dit qu'on augmente le prix de l'essence alors qu'il n'y a aucun transport en commun, ils vont gueuler. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont stupides ou qu'ils n'ont pas conscience de l'urgence climatique. Mais ça veut dire qu'on va mettre le paquet et pas dans 15 ans, dès l'année prochaine, on va faire passer des amendements pour dire qu'il y a du fric, on obtient la taxe sur la spéculation et il y a du fric pour la rénovation, il y a du fric pour les investissements dans les transports en commun. Donc je laisse la parole, mais je serais content d'avoir 2 minutes sur le fait qu'on peut gagner comme une étape intermédiaire. Il y aura des questions, je pense. Bien sûr, non, mais je laisse la parole, mais ce serait bien qu'on puisse. Quelles sont les étapes qu'on peut gagner à court terme? Ok. D'ailleurs, j'accueille avant ça Yanis Badin, qui est vice-président du réseau étudiant pour une société écolo et solidaire, qui a écouté le débat, qui va faire un propos de 3-4 minutes pour vous dire son point de vue. Voilà. Merci Rachid et merci à l'organisation de nous avoir invités aujourd'hui. Donc moi je fais partie du RESES, Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. On est un réseau de 175 associations au niveau national. On porte des projets qui ont en lien avec la transition écologique, la transition solidaire. Nous, ce qu'on soutient, c'est bien évidemment une adaptation cohérente aux enjeux énergétiques qui passe forcément par la réadaptation totale de notre société et de tous les chaînons de notre société. Nous, on a 2 sujets en priorité, on va dire, qu'on a envie de porter. C'est l'idée de la sobriété, tout le monde en a déjà parlé ici, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais également le temps de travail, partir du principe qu'il faut à un moment arriver à découpler cette chose-là et sortir d'un paradigme productiviste qui va aller faire plus pour faire plus, jusqu'au mur ou à la falaise, je ne sais pas, mais en tout cas ça n'a pas l'air très très réjouissant. Maintenant que j'ai dit ça, je ne vous ai pas surpris, j'imagine, on en a beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Je vais essayer de vous donner un petit point de vue de notre hublot en tant que jeunesse, la jeunesse avec les grands guillemets dont on parle parfois à tort, mais la jeunesse est attachée, on va dire, à 3 grands points. Promouvoir le local, la mutualisation, ce qui va avec l'efficacité, la reprise de pouvoir des localités, des personnes, des territoires, l'aménagement du territoire. Le fait qu'on puisse embarquer toute la population dans la transition, et ce que vous disiez, Madame Desfarres, sur la nécessaire répartition égalitaire des bénéfices de la transition, avec les ZFE qui peuvent potentiellement être une bombe sociale
pour des personnes qui auraient du mal à changer de véhicule, etc., dans les temps, et seraient face à une double peine. Donc ça demande vraiment une question de... Et là, j'arrive au grand point que j'avais envie d'amener maintenant, c'était la justice sociale dont il a déjà été question. Mais quand on sait que le coût de la vie étudiante a augmenté de 6,47% cette année, gardons en tête que l'inflation est de 6,1%, et que ça se répercute sur tout dans la vie, finalement, il y a la part d'étudiants qui sont bénéficiaires de banques alimentaires a augmenté de 13% cette année. Donc ça se répercute sur toute la vie, sur tous les engagements associatifs, personnels. De moins en moins d'étudiants sont capables de mettre des jolies chaussures, un beau col roulé pour faire plaisir à tout le monde et venir parler ici aujourd'hui pour porter la voix des étudiants. Ce qu'on veut, c'est que toute la population et la jeunesse, parce que c'est un sujet qui... La jeunesse n'est pas la clé. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a que la jeunesse qui va sauver ça. Non, c'est toutes les générations en vie aujourd'hui qui doivent se mettre en mouvement, toutes ensemble. Et pour ça, il faut que la jeunesse et les autres générations qui sont un peu oubliées, générations, classes populaires, etc., puissent être mises sur le devant de la scène, participer au débat. Et pour ça, on a besoin d'une formation. On a besoin d'être sensibilisé, informé, formé, et on a besoin que ce soit rendu possible. Effectivement, quand on ne peut pas se chauffer l'hiver, on n'a pas très envie de sacrifier 4 heures de boulot pour pouvoir nourrir nos enfants, nourrir notre colocataire, etc., à aller discuter sur une table ronde à l'Académie du climat. Donc pour terminer, oui, pour nous, c'est assurer la justice sociale, c'est un rôle clé de la puissance publique. L'État, il doit s'impliquer et s'appliquer à atteindre les objectifs. Vous le rappeliez, monsieur Larouturou, les 13 000 rénovations, c'est pas du tout assez. Et donc s'appliquer à atteindre les objectifs fixés par des contraintes réglementaires, fiscales pour les entreprises et en limitant par exemple l'influence des lobbies de l'énergie fossile. Nous, on va au COP chaque année, on envoie une délégation et vous êtes, je passe sans savoir que le nombre de lobbyistes énergétiques, fossiles, etc. augmente chaque année au COP. Ça nous paraît un petit peu antinomique. Donc voilà, moi je dirais qu'en termes de consultation, etc., on soutient par exemple le travail qui a été fait avec le Forum de la jeunesse il y a quelques mois. On le soutient, si et seulement si ça n'est pas une caution, une simple caution. On ne veut pas d'une deuxième CCC qui au final ne rimerait plus à rien et n'impulserait pas de vraie dynamique. Donc donnons à chacun et à chacune la possibilité de s'exprimer sur ces sujets en les formant, en les invitant, et merci de l'avoir fait aujourd'hui. Merci. On va prendre... Bravo. Questions de là-bas. On va prendre 5 questions. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait le tour. Vous n'avez pas regardé sur votre gauche. Je suis habitué. C'est pas nouveau, ça. Merci. Paris est une des principales destinations touristiques mondiales. Je crois que le tourisme a un impact climatique désastreux. Ici, autour, il y a à peu près 30% de logements vacants dont les familles ont été chassées par des résidences secondaires ou des locations saisonnières qui se moquent bien de la rénovation thermique. Les millions de touristes qui viennent à Paris crament du kérosène par millions. L'appareil commercial et culturel est complètement transformé au détriment des résidents. Est-ce que la sobriété ne devrait pas aussi s'appliquer à la question touristique? Encore une question, après vous pourrez répondre. Bonjour. Est-ce que moi j'ai juste aussi une petite anecdote EDF, mais qui vient de moi puisque j'ai été salarié de cette belle entreprise. C'était devant une soudure. Alors je ne sais pas si tout le monde est très familier de cet objet, avec un spécialiste de la soudure chez EDF, un jeune en thèse. Et il me dit « Ah oui, c'est marrant, cette soudure, elle est comme ça. » Et il me dit « Oui, avec les nouvelles techniques de détection, maintenant, c'est sympa parce qu'on peut voir à l'intérieur. » Et je lui dis « Ah oui, et du coup, c'est pour ça qu'on a détecté des nouveaux défauts sur les EPR. » Il me dit « Oui, d'ailleurs, là, je suis en train de travailler sur un truc. Si on faisait passer ça sur les canalisations, on serait obligé de tout arrêter. » Et donc, c'est pour montrer aussi que la question du nucléaire, c'est aussi une question la sûreté, c'est quelque chose qui se renouvelle au quotidien en fonction des nouvelles capacités à analyser nos installations.
Et ma question, c'était sur... tout le monde discute du nucléaire comme une question démocratique, comme si tout le monde pouvait avoir un avis sur cette question, ce qui est vrai, mais un avis approfondi. Et il faut savoir que EDF a créé pour sa filiale Nouveau Nucléaire une entreprise qui s'appelle Edvance et qui construit notamment Flamanville. Et Hinkley Point C en Angleterre. Hinkley Point C en Angleterre, c'est cofinancé EDF et la Chine. Et il faut savoir que le nucléaire français, malheureusement pour nous, ne nous concerne pas directement, puisque Edvance est une entreprise qui doit faire du chiffre et qui vend un produit. Son produit est EPR. Et EPR est avant tout destiné au marché chinois, qui est un peu plus gros que le marché français, puisque la Chine, pour des raisons écologiques, souhaite baisser son empreinte carbone. Et pour baisser son empreinte carbone, comment elle va faire ? Elle va faire du nucléaire. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais ma question c'est, est-ce que la question du nucléaire doit se poser comme une question démocratique courante, ou est-ce qu'on est juste en train de parler de la stratégie d'une entreprise pour améliorer son chiffre et vendre son produit ? Et juste pour conclure, c'est un peu la stratégie aussi, est-ce que Macron est en train de croire au nucléaire ou en train de vendre le produit EPR à l'étranger ? Question pour M. Julliard. Encore une question, après on pourra... Bonjour à tous. Dans ce type de débat, on en vient assez inévitablement entre l'opposition, les élites versus les gens. Et Jean-François Julliard, vous l'avez rappelé, la Convention citoyenne, les citoyens qui ont les solutions et qui sont absolument, peut-être pas unanimes, mais très très largement majoritaires. Mais alors, comment on convainc pour être majoritaire en restant dans le cadre démocratique ? Ma question s'adresse évidemment à Yannick Jadot. Pour remporter des élections, clairement. Donc, il y a la question de la sobriété touristique, du nucléaire, l'action de monsieur. Donc, je vais tenter une réponse. En fait, la question de la sobriété, elle se pose dans tous les domaines. Dans le tourisme aussi. Et on se rend compte là, ces derniers mois, ces dernières années, qu'il y a encore beaucoup d'angles morts dans cette question de l'impact que nos sociétés, que nos vies ont sur la crise climatique. Il y a le tourisme, mais on pourrait parler, et on en a beaucoup parlé à l'occasion de la Coupe du Monde du Qatar, de l'impact du monde du sport. On pourrait se poser la question de l'impact du monde culturel. Enfin, tous ces champs-là sont encore quelque part des angles morts. On commence à s'interroger un peu sur ces sujets-là, mais c'est pas encore réellement travaillé. Nous, sur la question du tourisme, on a commencé à travailler un peu là-dessus. On a publié l'été dernier, avant les grandes vacances, pour la première fois à Greenpeace, un guide du voyage écolo, pour montrer qu'en fait on pouvait s'éclater en vacances et découvrir des destinations extraordinaires sans forcément prendre l'avion. Et qu'il y a des destinations qu'on peut atteindre en train de nuit, parce qu'il y a une politique qui est en train de redémarrer un peu sur le train de nuit, notamment en Europe. Donc il y a des choix à faire comme ça. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus voyager, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus de touristes, y compris dans une ville comme Paris, mais ça veut dire qu'il faut repenser ces secteurs-là. Et surtout que ces secteurs-là intègrent la question climatique dans leur offre. Ça veut dire que oui, il faut que Paris se pose la question de l'impact climatique et environnemental des touristes qui viennent dans la ville. Ça veut dire qu'il faut peut-être repenser des offres différentes en termes de transport aussi. Enfin, il y a tout un tas de domaines comme ça qui doivent se réinventer parce qu'ils contribuent aussi à cette crise-là. Les écologistes dans cette municipalité essayent de combattre le développement d'Airbnb à tous les étages, aussi pour intervenir sur la crise de l'immobilier dans cette ville. Avec la maire de Paris, sans aucun doute, Serge. Sans aucun doute, Serge. Alors la question est un peu lourde, hein, donc je vais quand même pas y répondre totalement sur... la démocratie, c'est un objectif en soi. Je veux dire, le fait que nous ayons des droits, des libertés, que nous participions
à la décision collective, c'est un objectif en soi. C'est comme ça qu'on est bien en société. C'est aussi le moyen de la victoire écolo. Moi, on l'a dit tout à l'heure, si les personnes les plus vulnérables de la société ne sont pas les grands vainqueurs de la transition écolo, on n'y arrivera pas. Il n'y aura pas la cohésion nécessaire pour réussir ce pari de la transition écologique. On a une formidable crise de l'avenir. Les gens sont tétanisés par l'avenir. La guerre, les pandémies, les chocs climatiques, l'effondrement de la biodiversité, une mondialisation qui part en vrille, les régimes autoritaires et les démocraties d'ailleurs qui se battent pour l'accaparement des ressources dans le monde entier. On est dans cette situation-là. Donc quand l'avenir terrifie, que le présent angoisse, la solution de facilité, quand on a le vertige, c'est de regarder en bas, c'est de regarder les fachos, au fond, et c'est de répondre par la nostalgie du passé, un passé fantasmé. Ce que doit faire le projet écologique, à mon avis, pour réussir, c'est à la fois projeter un imaginaire. Où est-ce qu'on emmène notre pays? Où est-ce que collectivement on va? C'est quoi la société écolo? Elle n'est jamais arrivée, la société écolo, mais qu'est-ce qu'on projette? On l'a dit sur les circuits courts, on l'a dit sur le contrôle de notre alimentation, de notre agriculture, de nos transports, la culture, les services publics, c'est tout ça. Et puis c'est dire le chemin. Quand la société est angoissée, si on ne donne pas l'étape d'après, les étapes de transition, effectivement, il peut y avoir l'idée de dire « Oh, finalement, Macron, il nous propose des EPR E2 d'ailleurs qui n'existent pas, hein. Ils n'existent même pas sur le papier, il nous propose des EPR2, il y a peut-être une solution facile qui est la technologie. » Ben, c'est tout ça qu'il faut construire, Merci. Mais sans la démocratie, on n'y arrivera pas. Merci. Moi, j'ai une question pour... j'aimerais bien que Camille y réponde. C'est une question sur... on parlait plutôt de la dépendance à l'uranium, notamment pour faire du nucléaire, et que du coup, ça nous crée des dépendances, des nouvelles dépendances géopolitiques. Et je suis assez d'accord avec ça. Mais je me posais la question, du coup, pour les énergies renouvelables, notre dépendance, il y a une grande dépendance aussi aux métaux rares, et du coup, se tourner vers du 100% renouvelable et de la sobriété, évidemment, je vois pas, enfin, je me pose la question de en quoi ce serait plus bénéfique pour cet argument de dépendance, parce qu'on a aussi bien des dépendances si on fait du nucléaire que si on fait des énergies renouvelables. Oui, merci pour cette question. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse et je pense que c'est important de ne pas oublier cet impact. En fait, on n'a pas, on l'a répété aujourd'hui, il n'y a pas d'énergie gratuite, il n'y a pas d'énergie réellement propre. Toute énergie en fait, a des impacts, que ce soit environnementaux ou climatiques. Donc c'est pour ça en fait que je pense que c'est ce qu'on a aussi, voilà, qu'on a tous répété aujourd'hui. L'important c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait d'une énergie qui est finie. Et donc il y a cet enjeu réellement démocratique de reconnaître d'abord la situation dans laquelle on est. Voilà, on sort de cette ère d'hubris illimitée avec une énergie voilà, abondante. On rentre dans une ère où l'énergie va être limitée et la question c'est comment est-ce qu'on répartit cette énergie entre les différents usages, entre les différents membres de la société. Et rapidement pour lier en fait cette question du débat public et de la décision politique pour atteindre cet idéal auquel on aspire, de nombreux d'entre nous ici aspirent. La question c'est comment est-ce qu'on arrive à prendre ces décisions qui sont difficiles, parce que tout le monde va devoir faire des efforts, y compris les personnes qui sont déjà en situation de précarité. Ça veut dire comment est-ce qu'on accompagne chaque couche de la population en fonction de ses besoins, en fonction de ses capacités, comment est-ce qu'on demande plus à ceux qui peuvent plus. Et il y a une question effectivement éminemment démocratique, puisqu'aujourd'hui, donc il y a quelqu'un qui a posé la question des élites par rapport aux gens. Même la question des élites, en fait, pourquoi est-ce qu'on a des élites? C'est quelque chose qui est socialement construit. On peut organiser la vie politique différemment. On peut avoir des élites qui ne sont pas aussi inaccessibles. On peut avoir aussi des élites qui sont peut-être beaucoup plus larges et beaucoup plus inclusive en termes de diversité et de participation. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des décisions qui ne font pas sens pour de nombreuses couches de la population parce qu'il y a une capture du débat politique et des décisions politiques par
une élite. Et effectivement, je pense que c'est très problématique. Et donc, il y a cet enjeu-là aussi de repenser la démocratie. La démocratie, c'est pareil, c'est un idéal. Il n'y a pas de démocratie parfaite, et notre démocratie est loin d'être parfaite. Et il y a cette question aujourd'hui que je trouve très intéressante, beaucoup d'idées qui émergent des domaines de la démocratie participative, de la démocratie délibérative avec les assemblées citoyennes. Donc énormément, en fait, un foisonnement, je pense, d'innovations politiques qui doivent être vraiment explorées dans les prochains mois et années. Encore une question ou... Bonjour. Donc, j'avais plutôt une question pour rebondir sur les élites. Désolée pour la voix. Donc, on nous a fait croire... Moi, j'ai fait des études d'écologie. Donc, on nous fait croire que tout est limité, notamment avec Internet, Netflix, toutes ces choses-là. Donc, on en prend de plus en plus conscience, notre génération. Mais quand on voit des gens comme Elon Musk qui, en un quart d'heure, peuvent détruire tous les espoirs qu'on place dans l'économie, au niveau de l'énergie, de l'eau, toutes ces choses-là, comment est-ce qu'on peut contraindre en fait ces élites, ces milliardaires, de prendre conscience que notre planète, c'est la même pour tout le monde, et que eux, ils ont des efforts plus colossaux que nous à prendre en compte, que chacun a baissé d'1 ou 2 degrés cet hiver, mais comment on contraint ces gens-là en fait? Voilà, comment on continue à donner l'espoir à toute une planète qu'on puisse atteindre ces 2 ou 4 degrés. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très très clair. La question c'est, alors on peut essayer de les convaincre, mais on peut surtout organiser la société pour qu'ils ne fassent pas ces bêtises-là. Je veux dire, il y a le grand débat sur la taxation des super-profits. Mais on ne doit pas s'arrêter là. La question, ce n'est pas simplement de taxer les super-profits de Total qui fait dans les énergies fossiles. C'est qu'ils arrêtent de faire des énergies fossiles. Enfin, ça relève du réglementaire. Ça relève des politiques publiques. Je veux dire, et on parlait de l'hubris, on parlait de la toute-puissance. C'est quoi le fantasme d'Elon Musk, y compris de tous ces gens? C'est d'aller coloniser Mars. On détruit la planète Terre et on a le fantasme d'aller coloniser une nouvelle planète, et pour y faire quoi en fait? Comme le transhumanisme et tout ça. C'est en permanence à travers la technologie l'idée d'une sorte de désincarnation de ce que nous sommes, de rupture définitive avec l'ensemble du monde du vivant et notamment le monde non humain, et c'est ça qu'il faut combattre. Mais ça, c'est des politiques publiques, c'est des lois. Je m'en fous de savoir ce qu'Elon Musk pense. Et ce que fait Bill Gates. Quand Bill Gates, à travers sa fondation, a des moyens aussi importants que les Nations Unies pour faire des OGM, pour faire des réacteurs nucléaires, enfin, c'est totalement dingue. Le pognon qu'il a, il ne devrait pas l'avoir en fait. Il peut être riche, il a inventé des choses, mais riche à dizaines de milliards, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Si je... Une dernière question. Monsieur, je suis là. Oui, je voulais rebondir un petit peu sur le nucléaire. Bon, il faut voir que la France rejette 2 fois moins de CO2 que l'Allemagne. Et ça, c'est un petit peu grâce au nucléaire. Deuxièmement, si vous faites un référendum sur le nucléaire, démocratique, eh bien, 50% des gens s'imaginent qu'une centrale nucléaire, une bombe atomique, c'est la même chose. Et qu'une centrale atomique risque d'exploser comme une bombe atomique. Et là, il y a un effet de non-connaissance, non scientifique, qui peut fausser totalement les résultats. Alors, troisièmement, bon, moi je suis climatologue, et il y a une notion de vocabulaire qui me gêne un petit peu chez vous, c'est d'employer le dérèglement climatique. Nous, en tant que climatologues, ce que nous connaissons, le réchauffement climatique, c'est le changement climatique, mais pas le dérèglement qui ne veut pas dire grand-chose et qui a été inventé plus ou moins par les médias, repris par les sociologues. Mais si on veut rester proche l'un de l'autre, politique et scientifique, utilisons les mêmes termes. Alors, sur le réchauffement climatique... Pardon. Monsieur Larouturou. Alors, pardon.
j'ai la chance de travailler depuis 8 ans avec Jean Jouzel, qui est un des plus grands climatologues au monde. C'est lui qui, avec Claude Lorius, a fait la découverte fondamentale. Il parle soit du dérèglement climatique, soit de comment éviter le chaos climatique. Parce que le réchauffement, ça donne l'impression que c'est cool. 1 degré de plus, ben, ce matin, je n'aurais pas dit non pour 1 degré de plus. Mais simplement, c'est un dérèglement, c'est du chaos. Quand au mois de mars, on n'a plus d'eau, quand l'eau tombe, même en Belgique, en Allemagne, il y a eu 200 morts dans les inondations il y a 18 mois. Je connais une directrice, la directrice générale de l'énergie, sa fille part dans le camp scout, l'été arrive, c'est youpla boum, on va passer les vacances, il pleut, il y a 200 morts. Voilà. Quand donc il y a des gens qui crèvent parce qu'ils n'ont pas d'eau, il y a des gens qui meurent parce qu'il y a trop d'eau, ça ne s'appelle pas un petit réchauffement, ça s'appelle un dérèglement climatique et ça va s'appeler le chaos. Ce n'est pas pour rien s'ils ont eu le prix Nobel de la paix. Si Jouzel et ses copains ont eu le prix Nobel de la paix, c'est qu'on va vers des guerres catastrophiques, ce n'est pas capable de lutter. Donc le mot réchauffement, ça donne l'impression que c'est assez cool, 1 degré de plus, c'est pas très grave. Voilà. Alors que je pense qu'il y a besoin d'un changement complet et qu'il vaut mieux dire la vérité. Sur la question des élites, je trouve que vous êtes très gentilles toutes de continuer à parler des élites, parce qu'on a quand même des élites catastrophiques. Voilà. Lundi, là, je vais faire une émission sur la semaine de 4 jours. Yanis parlait du temps de travail. On a lancé le débat sur la semaine de 4 jours en 1993. On a obtenu une loi qui fait que 400 entreprises sont passées à 4 jours, y compris le patron de Fleury-Michon, qui est un mec de droite, qui était avec De Villiers. Je l'ai convaincu de passer tout Fleury-Michon à 4 jours, 32 heures, sans baisse de salaire, et ça marche très bien. Donc en 94-95, il y avait un quasi-consensus. Jacques Chirac, en 95, va chez Brioche Pasquier et dit « Mais c'est génial, les 4 jours sans baisse de salaire, pourquoi ça ne se fait pas ailleurs ?» Et on est 30 ans plus tard et on continue à nous dire qu'il faut travailler plus. Donc que ce soit sur les questions sociales ou sur le climat, on a des élites qui sont complètement catastrophiques et qui ont confisqué le pouvoir. Je me souviens, mes parents adoraient Pierre Mendès France et j'ai été biberonné à Pierre Mendès France, qui disait que le manque de justice sociale vient d'un manque de démocratie, qu'un pays démocratique devrait avoir un haut niveau de justice sociale. Et je pense que Mendès France dirait aujourd'hui que le manque de justice climatique vient d'un manque de démocratie. Emmanuel Macron décide tout seul, comme François Fillon décidait tout seul, ou comme Sarkozy disait que le climat, on en a fait assez. Donc il y a effectivement un enjeu à ce que tous nos réseaux arrivent à reprendre le pouvoir, peut-être dans 4 ans, qu'on se donne les moyens d'arrêter les blagues entre nous et se donner les moyens pour effectivement mettre en place un système plus démocratique et mettre en place de façon démocratique, des règles du jeu qui nous évitent le chaos climatique. Dernier point, j'avais souhaité 2 minutes pour dire qu'on peut, donc il faut tout faire à mon avis pour dans 4 ans foutre en l'air, enfin mettre dehors, pas foutre en l'air, mais renvoyer ceux et celles qui n'en ont rien à foutre de l'urgence sociale et de l'urgence climatique. Donc ça suppose que tous nos réseaux, qu'on soit capable de, sans doute d'avoir une vraie stratégie politique, mais d'ici là, c'est quand même bien si on ne reste pas juste à se lamenter, et je pense qu'il faut des victoires d'étape, et qu'en particulier sur la question du financement, on peut obtenir des victoires d'étape. La question du financement, elle est fondamentale. Quand vous parlez avec Marina Silva, qui est la ministre de Lula, ils veulent stopper la déforestation. On est au maximum. Les chiffres pour février 2023 sont catastrophiques pour la déforestation. Donc Lula veut stopper la déforestation, mais ils vous disent qu'un paysan qui ne sait pas comment nourrir sa famille, eh bien, il va continuer à déforester. Donc il y a besoin de fric. Ici, la dernière fois qu'on est venu, c'était pour un événement comment stopper le pipeline ICOP. Évidemment, il faut stopper Total, mais si on ne veut pas que les Chinois reprennent le projet, il faut donner du fric. Total a promis du fric à l'Ouganda. Si on veut que le pétrole reste dans le sol, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour les transports en commun, il faut de l'argent, voilà. Donc une des questions clés, c'est quand même de l'argent pour les pays du Sud. Les pays les plus concernés demandent une taxe sur les billets d'avion et une taxe sur la spéculation. Donc hélas, au niveau européen, la taxe sur les billets d'avion, hélas, ça ne fait pas consensus, parce que les gens qui vivent du tourisme disent on verra plus tard, mais il y a un truc qui fait consensus, et le seul pays qui bloque, c'est la France. Le seul pays qui bloque, c'est la France, c'est la taxe sur les transactions financières. Il y en a qui militent ici depuis 20 ans pour la taxe Tobin, voilà, même Barroso, qui depuis est parti chez Goldman Sachs. Donc Barroso, en 2011, avait dit oui, il est temps de faire une petite taxe à 0,1% sur les marchés financiers. Il y a 2 ans, comme Parlement européen, on a voté un rapport qui dit la petite taxe à 0,1%, elle donnerait quand même chaque année 57 milliards d'euros. On a fait voter ce rapport il y a 2 ans par tout le Parlement qui dit on aurait 57 milliards d'euros pour le climat. C'était le rapport sur comment financer les politiques climat, qui disait il y a plein de solutions, mais celle qui rapporte beaucoup d'argent et qui est prête techniquement. L'autre jour, j'ai montré au conseiller d'Emmanuel Macron les 1500 pages de l'étude d'impact. Donc on sait qu'il suffit que la France change d'avis et on peut avoir une taxe sur la spéculation. Et quand je dis qu'il n'y a que la France qui bloque, j'en ai la preuve. Un haut fonctionnaire m'a donné la lettre du ministre autrichien des Finances, c'est pourtant un mec de droite, et le ministre autrichien des Finances dit il est temps d'avoir un accord sur la taxe sur la spéculation. Et la France, on n'en peut plus la vision de la France qui veut que 99% des volumes financiers soient exonérés. Donc même le ministre autrichien dit si c'est la France qui l'emporte, on quitte la négociation. Et il y a 3 semaines, le Parlement européen a voté un rapport pour dire on arrête le blabla, on veut un accord qui crée vraiment la taxe sur la spéculation avant la fin juin. Et pourquoi on a déposé cet amendement? C'est parce qu'une des raisons, c'est qu'il y a un grand sommet sur le financement du climat le 22 et le 23 juin.
La COP27, la seule avancée de la COP27, c'est la création d'un fonds pour les pays du Sud, mais le fonds est vide. Et donc Emmanuel Macron et Mia Mottley, la première ministre de Barbade, ont dit on va faire le grand sommet international à Paris le 22 et le 23 juin pour trouver de l'argent. Et donc même les conseillers d'Emmanuel Macron disent qu'il va être ridicule s'il fait un grand sommet international à Paris au mois de juin pour trouver de l'argent pour le climat, et si c'est encore et toujours la France qui bloque la négociation. Donc voilà, si on est en train de voir comment on peut se coordonner avec des ONG, mais ça fait 20 ans qu'on se bat pour cette idée, il y a peut-être enfin une fenêtre, ça ne réglera pas tout, mais si on arrive à gagner la taxe sur la spéculation d'ici la fin du mois de juin, ça va nous aider pour donner immédiatement de l'argent pour les pays du Sud, et on aura des arguments plus forts en septembre-octobre pour dire on veut des vraies politiques de rénovation thermique, on veut des vraies politiques de transport en commun. Donc vous pouvez aller sur le site taxonlaspéculation.com, taxonlaspéculation.com. Il faut qu'on... Non mais sans rire, pardon. Si on est tous d'accord, autant qu'on s'organise pour gagner la bataille. Je m'arrête. Merci. Ok, merci. Juste un point pour vous dire que il y a la librairie qui est là, la librairie Utopia, qui est spécialisée en écologie politique. Il y a les livres des auteurs, il y a plein d'autres livres à voir et à acheter. Donc, il y a la livre à 14h. Aussi. Merci. Bon appétit. Prochain rendez-vous à 15h30.